Autour de la table, et c'est avec lui qu'on parlera notamment de Total, Cyril. Donc Cyril Lachèvre, fondateur de Cylance. À chaque fois je le dis, mais qu'est-ce que j'aime le nom de cette boîte. CY, Cylance, formidable. Wilfried Galland, salut Wilfried, stratégiste Montpensier Finance. Luc Breton, salut Luc, CEO de NextGen et ancien justement directeur de... Alors c'était innovation, directeur de l'innovation dans un grand groupe. On en parlera d'abord. Wilfried, Xi Jinping, donc règne sans partage, titre que j'ai piqué au Figaro ce matin. Oui, c'est un bon titre. Voilà. Je valide. Cyril, oui. bon sang ne saurait mentir. Voilà. Il n'y a pas de photo. Donc, conséquences pour nous. En fait, On reparlera. Laurence Daziano, elle viendra nous voir après les vacances et on reparlera de sinologie, on va dire ça comme ça. Mais conséquences pour nous. La conséquence pour nous, elle est de deux ordres. D'abord d'un point de vue stratégique et d'un point de vue économique. D'un point de vue stratégique, on voit que la Chine continue à hausser le ton sur Taïwan, même si on pouvait craindre un peu une escalade encore pire, mais clairement, il a dit la réunification aura lieu, elle est inéluctable, et même si, et c'était le côté positif, je privilégie les voies pacifiques, je dois préparer l'armée à ce qu'elle puisse enchaîner les victoires et donc à être capable d'utiliser la force si nécessaire. Et donc ça veut dire qu'on va toujours avoir cette pression autour de Taïwan, cette pression autour... Il l'a un peu toujours dit quand même. Il l'a toujours... C'est la doctrine officielle. Hein. Il l'a toujours dit, mais il le redit de façon très très claire en insistant sur le côté militaire de la chose. Donc voilà, là il faut en tout cas certains disaient, c'est pas avant un potentiel 4e mandat. Là, je suis pas sûr qu'on ait autant de temps devant nous. Donc, la pression va monter régulièrement autour de ce sujet-là. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des tensions commerciales. Ça veut dire la volonté de la part des pays occidentaux en général d'essayer à la fois de se découpler de la Chine, de ne pas trop en dépendre. Voilà. Donc, ça va nous animer régulièrement. Ça accélère un mouvement Exactement. qui est là, partout. En tout cas, dans la réflexion des grandes entreprises, il est, mais alors permanent, Exactement. maintenant, aujourd'hui, de se découpler de la Chine. Ça, c'est Exactement. très clair. Le deuxième, moi qui m'intéresse, c'est effectivement l'aspect plus économique. Est-ce qu'on pourrait de nouveau compter sur la locomotive chinoise ? Puisque c'était l'élément qui nous a quand même sorti de l'ornière en 2008, très largement. Ça a été historiquement 30% de la croissance mondiale, la Chine. Et puis, depuis 2 ans, c'est moins de 10%. Donc, est-ce qu'on peut compter là-dessus ? Et la réponse, probablement, c'est non. Alors, je dis probablement parce que c'est toujours très difficile d'identifier quels vont être les actes suite au discours. Là, on est vraiment dans les discours. Mais quand on regarde les discours qui ont été prononcés, quand on les écoute attentivement, clairement, le prisme, c'est la croissance intérieure et surtout être capable de ne pas dépendre de l'extérieur. Donc, se couper de plus en plus, d'une certaine façon, des chaînes de valeur mondiales, être le plus dirigiste possible pour ce qui est considéré comme des entreprises ou de la technologie de souveraineté. Il est hors de question de se disperser. Vraiment, on est dans la logique très étatiste de la chose. Donc, on va avoir, d'un point de vue économique, je pense assez peu d'effets d'entraînement, d'éventuels plans de relance chinois. On va avoir cette volonté de découpler les normes, et ça a quand même un impact au niveau mondial, c'est-à-dire on va avoir la norme chinoise d'un côté, la norme du reste du monde de l'autre. Ça veut dire des coûts supplémentaires dans l'économie mondiale. Donc globalement, c'est pas des très bonnes nouvelles. Le seul élément qui me rend peut-être un peu plus optimiste, c'est que celui dont on a beaucoup parlé, Li Qiang, le futur Premier ministre, le gars de Shanghai. Le gars de Shanghai, qui est réputé comme ayant, c'est celui qui a mis Shanghai sous cloche. C'est aussi celui qui avait créé à Shanghai le marché des valeurs technologiques et qui voulait absolument développer ce marché des valeurs technologiques à Shanghai. Donc il a quand même, quelque part dans son ADN... Et qui a fait un grand plan semi-conducteur. Voilà, il a quand même la volonté de développer l'innovation, l'entrepreneuriat. Mais je ne sais pas si ça doit te rassurer, parce que si, tu vois, mais s'ils ont voilà, donc c'est en fait... la volonté de puissance plus la techno pour l'assumer. Mais voilà, en tout cas, donc il y a cette volonté de développer aussi un peu l'entrepreneuriat. J'essaie de voir des côtés un peu positifs dans ce qui est arrivé ce week-end. Luc ? Moi, ce qui m'a intéressé dernièrement, c'est les relations avec Taïwan. C'est la volonté des Américains, plus ou moins dite, de vouloir rapatrier la technologie semi-conducteur en dehors de Taïwan, d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas se faire
très rapidement, ça va prendre quelques années, mais si les Américains se mettent dans cette dynamique, c'est quelque part que la Chine a déjà, je dirais en background, gagné la guerre de Taïwan et que les Américains l'ont acté d'une certaine manière. Et donc je trouve ça assez intéressant parce que c'est la première fois que j'entends ça, et se donner moins de 10 ans pour rapatrier la technologie des semi-conducteurs et permettre ce transfert idéalement en douceur, puisqu'on n'imagine pas que la Chine recule devant la capacité de récupérer Taïwan tôt ou tard. On en a déjà parlé dans cette émission plusieurs fois. Donc ça, je trouve que c'est un scénario qui s'est accéléré dernièrement, qui est lié à la technologie, puisque cette guerre de Taïwan, elle est éminemment technologique. Pour les Américains, en tout cas, c'est technologique, clairement. Et puis une volonté de la Chine d'aller plus sur la dimension sociale, je pense, pour mieux maîtriser politiquement et intellectuellement le pays, parce qu'en dessous, là, ils annoncent un peu plus de 3% de croissance. Donc ça, en général, ça veut dire qu'ils sont aux alentours de 2, voire moins. Ce qui veut dire que structurellement, le pays va quand même tanguer sérieusement. Et donc la manière de récupérer politiquement la main là-dessus, c'est de vendre un projet social, ce qui est quand même l'axe de différenciation de Xi Jinping, et d'expliquer qu'on va effectivement se recentrer sur soi, se régionaliser, et puis accélérer des alliances qui sont des alternatives à l'Europe et aux États-Unis, avec tous les autres, dont la Russie, potentiellement. Enfin, tous les autres, il n'en reste pas beaucoup non plus. Oui, mais c'est... C'est-à-dire, comme tu dis, la Russie, voilà, et puis après, même l'Asie du Sud-Est va regarder l'ensemble de ces déclarations avec pas mal de méfiance quand même. C'est sûr, mais en tout cas... et l'Australie, elle, on l'a vu avec... cette affaire que nous, on a analysée de notre point de vue sur une trahison sur notre contrat des sous-marins. Mais le choix stratégique de l'Australie, c'était aussi la conclusion à ce que vous venez de décrire tous les deux. Rappelons que la Chine n'a un seul partenariat de défense dans le monde, c'est avec la Corée du Nord. Oui, ben voilà, c'est ça. Ils sont assez isolés, en fait. Bon. Donc, mais ils peuvent se permettre d'être isolés. Mais par rapport aux États-Unis, c'est pas la même chose. Attends, vas-y. Non, je voulais juste dire que le levier commercial était encore la meilleure balance pour rester au contact de la Chine, éviter son isolement total, et que tant qu'ils ont besoin d'exporter massivement, il nous reste encore ça. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais... Pour leur vendre la corde. Cyril ? Oui, non, je voulais réagir sur le côté isolé. Effectivement, en plus, la séquence actuelle Russie-Ukraine permet aux Américains d'avoir affaibli durablement un potentiel allié de la Chine, en tout cas qui militairement, la Russie va avoir quand même beaucoup de mal à s'en remettre ou à apparaître crédible. Donc effectivement, ça permet du point de vue américain. Et moi, ce que je voulais rajouter, alors c'est plus empirique, mais je suis frappé par le nombre de dirigeants, alors plutôt de TI ces derniers temps, qui me disent que la Chine, c'est fini pour eux. Le rapport risque, avantage et bénéfice est beaucoup trop déséquilibré maintenant. Et donc, alors je ne mesure pas effectivement dans quelle mesure ça peut avoir un impact à la fois sur la politique expansionniste de Xi Jinping et où si ça peut déstabiliser fortement socialement le pays, je le connais pas assez bien, mais c'est en tout cas frappant du point de vue des patrons français. Là, en ce moment, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Mais ce que nous disait Laurence Daziano la dernière fois, une interview d'ailleurs qu'on a rediffusée la semaine dernière, et tu as raison Luc, c'était du côté des jeunes diplômés qui avaient un sujet. Et elle le racontait d'autant mieux que ce sont des jeunes gens, qu'on le veuille ou non, qui sont complètement endoctrinés aujourd'hui. Et donc, tout à coup, que le Parti communiste, finalement, ne soit pas capable de leur offrir ce qui est promis, c'est-à-dire un travail, un développement, une famille, un avenir, etc., c'est un choc qu'il va falloir gérer, très, 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 très compliqué à gérer. Bon, ça nous amène à nos histoires à nous, finalement. Parce que face à ça, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez le truc. Moi, il y a des phrases... Donc, c'est étonnant d'ailleurs quand même, la façon, à chaque fois je suis un peu surpris par la façon dont certains de mes confrères, pardon de le dire, mais avalent les déclarations officielles. Donc Macron dit on a trouvé un accord, mais il n'y a pas le début du commencement d'un accord sur l'énergie, et donc tu vois des titres sur l'Europe a trouvé un accord, parce que la Commission européenne dit on a trouvé un accord. Donc Scholz, je ne sais pas s'il a de l'humour, mais je ne dis non à rien, mais je ne dis pas oui. Je pense que c'est une phrase qui peut être... Greenspanienne. Oui, non, et puis je ne sais pas, si on faisait une sorte de mausolée de l'Europe, quoi, tu vois, ce serait pas mal au fronton de ce truc. Voilà, je ne dis non à rien, mais je ne dis pas oui.
Comment est-ce que tu vois le truc, Wilfried? On n'a pas le début du commencement d'un accord sur la gestion de l'hiver à l'échelle européenne. Voilà, point. Ouais, moi, ce qui me frappe énormément, c'est le découplage franco-allemand qui devient extraordinairement fort. Plus important que... Parce que j'arrive pas à me rendre compte. J'ai l'impression qu'on en parle depuis 30 ans. Oui, du mais découplage. là, je pense que en fait, la remise en cause de la puissance économique allemande qui était assise sur l'énergie russe et sur le parapluie militaire américain fait que l'équilibre des forces qui se faisait assez naturellement en Europe entre une France orientée vers les grandes idées et vers le point international et l'Allemagne donnant le socle et ne se préoccupant finalement relativement peu, puisqu'en plus il y avait la Chine pour être à l'appui de ses produits, donc ça se passait très bien. D'un seul coup, c'est plus possible. C'est-à-dire que d'un seul coup, en fait, cet équilibre-là est rompu. Ouais, t'as raison. Et donc, si on cumule ça en plus avec l'arrivée d'une coalition en Allemagne qui est on voit qu'elle est quand même très très compliquée à faire fonctionner, cette coalition. Et donc, sur l'énergie, on est au point de rupture de la coalition. C'est-à-dire qu'on a sur l'énergie, en gros, on a les Verts qui sont anti-nucléaires, les libéraux qui sont pro-nucléaire, et Scholz qui est plutôt pour le gaz. Et tout ça, ça doit faire une politique commune, déjà en Allemagne, et après se projeter vers l'Europe. En plus, plutôt dans une position de faiblesse pour la première fois, parce qu'il n'y a plus la Chine et il n'y a plus la Russie. Puis les États-Unis disent, bon, il faut quand même que maintenant vous commenciez à mettre de l'argent de côté pour vous défendre. Ça rend les choses extraordinairement compliquées. Et là, on voit que ce qui tenait sur des volontés personnelles, ce qui tenait sur une capacité un peu à se projeter dans l'avenir, aujourd'hui, l'urgence est telle qu'en fait, les fractures se font de plus en plus larges et on n'arrive plus à les... J'ajoute un truc, c'est que, parce que globalement c'est ça le sujet, autour de ce mécanisme ibérique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je pense que si ça vous intéresse, vous avez regardé, vous avez compris le sujet, l'Allemagne n'a plus les moyens de payer pour les autres. Exactement. Parce que c'est ça, si on étend le mécanisme ibérique à l'échelle de l'Europe, c'est l'Allemagne qui paye. Oui, bon, voilà, elle en a marre. pour être clair. Elle en a marre, mais elle n'a plus les moyens. Et les 200 milliards, c'est énorme. Tiens, attends, question, et puis j'en reparlerai demain. Est-ce que c'est vrai, ce qu'a dit Bruno Le Maire, qu'une émission obligataire allemande n'a pas trouvé totalement preneur Il a dit ça à l'Assemblée il y a une dizaine de jours. L'émission obligataire allemande n'a pas trouvé, en fait, n'a pas eu le ratio d'habitude. En fait, c'est voilà, on a des ratios, ce qu'on appelle bid to cover, en fait, et normalement, il y a toujours quasiment 3 fois plus de demandes que d'offres. Et là, il y en a eu beaucoup moins. Ils ont réussi à... Ils ont quand même réussi à... Mais en fait, on sent le truc, quoi. Voilà. En faisant des efforts, alors que d'habitude, ça se faisait immédiatement. Cyril ? Alors, on ne va pas revenir sur le débat sur le plafonnement ou pas, le mécanisme, mais il est passionnant parce qu'en fait... si tu veux, j'ai une bonne phrase d'Orban. Plafonner les prix du gaz, c'est rentrer dans un bar et dire au barman que tu vas payer ta bière moitié prix. Ça ne marche pas, dit Orban, qui sans doute a essayé dans sa vie. Qui connaît visiblement bien les bars. Qui connaît les bars et la bière. Non, mais il a raison, ce bon Victor Orban. C'est pas parce qu'il est facho qu'il a tout le temps tort. En l'occurrence, là, il a raison. Il y a deux mécanismes qui s'opposent. Il y a celui qui dit, qui regroupe comme d'habitude l'Europe du Sud, dépensière, on va dire, qui dit on va plafonner le prix, donc on va déstructurer le marché, enfin on va fausser l'équipe du marché. Puis il y a les gens du Nord, Allemagne, Pays-Bas, qui disent laissons le marché faire et en revanche on subventionne pour ceux qui en ont le plus besoin à court terme, notamment les gros consommateurs d'électricité, d'énergie. Ce qui est facile quand on a les moyens, effectivement, donc c'est en ça que je dis qu'ils ont eux-mêmes commencent à avoir des problèmes, enfin ils ont quand même plus de moyens que ceux du Sud. Et là où c'est spectaculaire, c'est qu'effectivement, soit on continue à vivre dans un monde vision française, espagnole, entre autres, de prix déformés qui ne veulent pas dire grand-chose dans un monde complètement intégré, enfin en tout cas l'énergie, c'est-à-dire où en fait si on commence à manipuler les prix d'énergie, on va avoir d'autres acteurs qui vont pouvoir récupérer du gaz norvégien. Le Premier ministre norvégien, dans une interview aux Échos que je vous conseille, il était remarquable de clarté. Remarquable de clarté. On touche le moins possible au marché et on subventionne à court terme pour en tout cas, encore une fois, ne pas déstructurer. Moi j'ai toujours été marqué quand j'étais journaliste et que je suivais tous les sommets européens depuis très 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 longtemps. Déjà le manque de confiance entre les Français et les Allemands, enfin c'était spectaculaire dans les réunions de... Je suis d'accord, c'est pour ça que... Et où les Allemands disaient, il y en a un en qui on n'a pas confiance et ils montraient toujours la France.
toujours la France. Confiance sur la réduction des dépenses publiques. Donc je ne suis pas du tout en train de prendre le point de vue des uns contre les autres, mais c'est vrai qu'il y a de toute façon quelque chose de latent qui remonte à la surface dans ces périodes de tension. Enfin, il faut voir hier les prévisions du FMI, termes économiques, ça va quand même être très dur en Europe. Donc forcément, et en particulier en Allemagne, c'est ça qui est intéressant. Sur le FMI montre que le pays malade de 2023, c'est l'Allemagne. Donc pour eux, c'est pas facile quand même. L'autre point plus intéressant. Je peux bien être malade avec 60% de dette sur PIB que soi-disant bien portant avec 120% de dette sur PIB. Quand les taux d'intérêt sont en train de remonter. Ils avaient l'habitude d'être en tête sur tous les tableaux. C'est comme celui qui est en tête à la fois en maths, en physique. Et là, d'un seul coup, il y en a un sur lequel ils sont plutôt derrière. Ils n'ont pas l'habitude. Et il y a quelque chose de différent d'un point de vue politique et qui est en train de se passer en Allemagne, c'est qu'il y a une erreur, à mon avis, en France majeure depuis très longtemps sur comment on se comporte à l'égard des pays de l'Est, et en particulier à l'égard de la Pologne, sur lequel on a énormément d'a priori ridicules. Et moi, pour se souvenir, chaque fois que j'allais en Pologne, on me montrait il y a très longtemps, on me montrait la montagne. Tu vois, derrière, il y a les chars russes. J'en rigolais parce qu'en France, on n'a pas du tout cet esprit-là. Bon. Et résultat, les Allemands, eux, en ont pris conscience peut-être plus vite que nous, donc se retournent un peu, rapprochent des pays de l'Est, donnent des gages, et donc sont pris entre les deux. Ce qui donne pour nous l'impression qu'ils nous quittent, peut-être pas en fait, peut-être que c'est une manière de rééquilibrer un peu les choses, de ramener tout le monde dans la maison, donc ça on verra. Mais c'est vrai que c'est en ce moment plusieurs tectoniques de plaques qui bougent côté allemand, ce qui est assez embêtant pour nous. Luc ? Enfin, si les prix étaient ceux du libre marché en Europe sur l'énergie, ça se saurait, c'est pas le cas. Moi, je trouve que la stratégie allemande en matière d'énergie, elle est fail, big fail. Et à cause des idéologues verts allemands qui ont pilonné et torpillé le programme nucléaire, c'est une catastrophe. Et là, pour le coup, moi, je suis pas du tout en phase avec vous. Je pense que c'est nous, plutôt l'Europe du Sud et les autres pays européens qui allons payer les pots cassés de ça. Parce que finalement, l'Allemagne n'en a rien à faire du reste. Et c'est un germanophile qui vous dit ça. Mais je constate, Scholz est bien pire que Merkel. Il part faire son marché avec l'Arabie Saoudite, avec le Canada, enfin avec tout ce qui se présente à court terme. Il achète ses armes partout sauf en Europe. Donc il n'y a pas de plan européen. Il y a une stratégie énergétique qui est mauvaise depuis 20 ans en Allemagne. Tout le monde le sait. En France également, on a eu des hésitations. T'as pas trop de leçons à donner. Bah ouais, mais bon, en attendant, on a quand même les fondamentaux qui nous permettent de repartir. Heureusement. On a eu des gens compétents dans les années 70, quoi. Voilà. Après, ce qui se passe sur l'énergie avec le gazoduc des Pyrénées ou avec les terminaux qui permettent d'apporter le gaz liquéfié, on a la même chose sur l'armement, hein, le programme des patrouilleurs, des Tigres. Enfin bref, tous les programmes militaires qui sont abandonnés par les Allemands et qui nous laissent en rase campagne. Moi, je trouve ça absolument lamentable et bien joué aux Américains. Ils ont absolument tout gagné dans cette partie. Les marchés, ils nous vendent un gaz à un prix hallucinant. Et c'est l'Allemagne en ce moment qui nous vend de l'électricité, ce qui est quand même à mourir de rire. Alors qu'on leur vend du gaz. Ce qui, Luc, permet un tout petit peu de tempérer, je comprends bien ta colère contre... Mais quand je dis qu'on n'a pas de leçons à donner, c'est que effectivement là, aujourd'hui, c'est grâce à l'Allemagne qu'on va passer l'hiver. Ce pourquoi d'ailleurs, l'Allemagne ne veut pas de ce mécanisme ibérique qui ferait qu'elle subventionnerait indirectement l'industrie française. Donc, non, mais c'est juste on leur vend du gaz, tempérer un tout petit peu... tempérer un tout petit peu les anathèmes que l'on peut lancer sur les uns et les autres. Ce qui est tout à fait exact et ce qui est même effrayant, c'est que en off, les dirigeants européens sont parfaitement conscients du fait que les grands gagnants sont les Américains. Et qu'en termes énergétiques, c'est une catastrophe ce que fait l'Europe. Ça, ils ne le diront jamais publiquement, mais ils en ont parfaitement conscience. Je peux la citer d'ailleurs, j'ai discuté fin de semaine dernière avec Estelle Brachlianoff, donc la nouvelle directrice générale de Veolia. C'est le sommet de son agenda. C'est comment est-ce qu'on va résister à l'industrie américaine et non plus à l'industrie chinoise, avec des prix de l'énergie durablement sans doute 4 fois moins élevés, alors ça bouge beaucoup en ce moment, mais sans doute 4 fois moins élevés pour l'industrie américaine que pour l'industrie européenne. Ils sont en train de refaire le même coup qu'avec le gaz de schiste. Oui, mais enfin, ils sont en train de refaire, ils y sont pour rien. Là, pour le coup, c'est vraiment... Mais en fait, c'est la même tectonique des plaques qui se met en place. C'est-à-dire que
relocalisation aux États-Unis parce que coût de l'énergie pas cher. Et parce que coût de l'énergie pas cher, parce que pays de cocagne. Voilà. Donc à l'arrivée, on va avoir l'énergie américaine et les voitures électriques chinoises. Merveilleux. Moi, je dis bravo. Bravo. Et on n'aura pas le Chercher chercher le cocu dans l'histoire. on n'aura plus chercher les l'erreur. centrales françaises, en tout cas. Chercher l'erreur. Oui, mais bon, voilà, c'est une image de plus. C'est une image de plus de ce qu'on n'a pas construit grand-chose en termes de construction européenne C'est depuis, voilà, depuis On combien s'est laissé un petit peu aveugler 40 ans, depuis, 45 ans. Et pourtant, Euratom était à la base. L'énergie est toujours. Le paradoxe, c'est que l'énergie a toujours été à la base de la construction européenne. On a commencé par la construction européenne, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Oui. Après, derrière, on a fait Euratom. Je rappelle Oui. que Euratom est toujours en vigueur. Hein. Alors, l'Italie est sortie. Parce que là-bas, maintenant, l'Italie, oulala. Mais enfin, on a j'en construit peux nos centrales avec Westinghouse, nous, quand même. Donc, Exactement. Mais en revanche, on avait tout de suite vu qu'il fallait avoir cette indépendance énergétique européenne. Heureusement, la chose qu'on n'a pas faite par rapport aux Allemands, c'est qu'au moment de Fukushima, on n'a pas décidé de tout débrancher. Bon, ça, c'est déjà une meilleure chose. Et finalement, fin août, on avait déjà le là, puisque Scholz a fait un discours programmatique sur l'Europe. Pas un mot sur les projets franco-allemands. Exact. Pas un. Exactement. Enfin, c'est à pleurer. Donc la messe est dite. Moi, encore une fois, j'ai écrit des papiers pour l'unification de la France et de l'Allemagne. Enfin, je suis allé très loin et de façon assez idéaliste dans ce qu'on pouvait faire ensemble. Je suis de culture franco-germanique, mais bon, je suis quand même. Mais c'est autant de notre fait que du leur, Luc. Tu vois, c'est ça que Mais on je veux peut dire. pas- Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas plus de volonté d'essayer d'avancer. Enfin, c'est-à-dire, nous, on accepte d'avancer tant qu'on y gagne quelque chose. Non, je pense pas que tu puisses dire ça. Et je pense pas que la France, à aucun moment dans les alliances avec l'Allemagne, ait raisonné de la sorte, sincèrement. Par contre, là, je vois que le géant économique, c'est l'Allemagne. Nous, on est quand même une division en dessous. Et clairement, il n'y a pas de volonté de faire des choses ensemble. Je pense que Airbus est vraiment l'exception totale dans ce Ouais. paysage. Airbus et la Banque Centrale Européenne. Un mot, Wilfried, et puis on reparlera, en fait, je vais te priver du choc obligataire, parce qu'on en parlera demain du choc obligataire. Mais un mot quand même sur la crise britannique. Ça doit nous... Enfin, ça montre la fragilité du système. Tu en parlais déjà la dernière fois que tu es venu. Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on doit tous avoir en tête, la façon dont le pays a été déstabilisé en claquant des doigts. Je pense que la leçon de tout ça, c'est que lorsqu'il y a un conflit ouvert entre le Trésor d'un côté et la Banque centrale de l'autre, ça ne se termine jamais bien. Et en fait, on a eu un conflit ouvert. Et c'est extrêmement rare d'avoir entre les deux pilotes d'une politique économique, le pilote monétaire d'un côté et le pilote budgétaire de l'autre, très ouvertement un conflit qui éclate au grand jour. Là, aujourd'hui, en Europe, on a une politique budgétaire expansionniste, une politique monétaire restrictive. Donc il y a un conflit, on sent bien que personne n'est à l'aise avec la chose. Mais il n'y a pas encore aujourd'hui de conflit totalement ouvert, ça pourrait arriver. Hein. On sent qu'on n'est pas loin de ça. Mais il n'y a pas de conflit totalement ouvert entre les deux branches. Là, ce que nous montre le Royaume-Uni, c'est quand il y a une branche qui dit « j'en ai rien à faire, vous allez vous débrouiller », ce qui est exactement ce qu'a dit à l'époque Liz Truss à la Banque d'Angleterre en disant « moi j'ai mon programme, je l'applique et je l'applique à la lettre ». Et après, l'intendance suivra. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, il faut avoir cette coordination. Et je trouve que si un des points qu'on garde en tête, ça pouvait être que la coordination entre les leviers budgétaires, globalement l'exécutif, le législatif et le monétaire, c'est une des voies indispensables pour réussir à avoir une politique équilibrée et pas envoyer l'économie dans le mur. Et les politiques d'ailleurs, je pense que ce serait une bonne leçon. Ouais. Je suis frappé quand même quand tu dis il y a des divergences, enfin il faut faire attention entre le monétaire et le budgétaire. Ouais, mais je suis frappé des déclarations de Bruno Le Maire là récemment Oui, bien sûr. sur l'aide aux entreprises pour l'électricité par exemple. Il dit vraiment on a 10 milliards max, l'enveloppe est fermée, hors de question de garder une position ouverte sur le budget, c'est fini, c'est plus possible. Alors ça fait rire Cyril, parce que... C'est à l'euro près. parce qu'il- Non, mais Oui, mais le fait qu'il le dise, Oui, Cyril, c'est exactement. significatif quand même, on il est ne faut surtout d'accord. pas ouvrir le conflit. Voilà. Mais en revanche, Enfin, en Quand tout cas, ça se voit pas trop. il faut quand même noter qu'il y a une semaine, Emmanuel Macron, dans une interview aux Échos, a clairement dit quand j'entends des responsables, y compris de politique monétaire, vouloir restreindre la demande au point tel de créer une récession, je suis inquiet. Mm. Je trouve que c'est le premier signal d'alarme en disant attention, il faut qu'on se parle davantage.
J'ai vu ça. Voilà. J'ai vu que cette phrase mettait en émoi l'ensemble des ECB Watchers Bien sûr. et autres. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit, Bien sûr, incroyable. bien sûr, mais vous savez- Il serait monté à poil sur le bureau, que ça n'aurait pas fait plus d'effet pour vous. C'était vraiment un choc, un tremblement de Bah, terre. nous sommes des petites natures. Dès lors qu'on remet en cause un certain nombre de fondamentaux, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Un mot là-dessus, les amis, avant la pause. Vas-y, Cyril. Moi, j'ai retrouvé remarquable, très intéressante l'interview de Mervyn King, l'ancien patron de la Banque d'Angleterre, qui est paru ce week-end, je ne sais plus dans quel journal. Très critique, il a quitté en 2013, donc forcément très critique avec ses successeurs. Bon, moi, je suis très critique moi, à l'égard de la politique quantitative. Donc, les banquiers centraux ont fait n'importe quoi pendant pas mal d'années. Ils sont en train de revenir à la raison, alors il ne faut peut-être pas non plus qu'ils... C'est un autre débat. Ouais, non, mais là, c'est... Voilà. Mais donc effectivement, les politiques seraient bien fondés de leur dire aussi de temps en temps d'être rationnels, mais enfin ils en ont bien profité pendant pas mal d'années. Donc voilà. Ah mon Dieu, son nom m'échappe. L'ancien patron d'AXA, Henri de Castres. Henri de Castres, donc, c'était il y a 10 ans, hein, qui me disait 1814, 1914, 2014. Pour l'instant, nous avons échappé à la case guerre. C'est lui qui défendait cette politique, tu vois, monétaire expansionniste qui, pense-t-il, nous a évité peut-être des déflagrations très très importantes au cœur de l'Europe. Bien sûr. On marque une pause sur ces entrefaits.